Et salut à tous, c'est Bastien, bienvenue pour cette nouvelle émission de la Lucarne Verte. On est ensemble aujourd'hui pour débriefer donc la victoire de l'AS Saint-Etienne ce samedi face à Quevilly-Rouen, 4-2. Et on vous présentera aussi le match Stade Malherbe de Caen Saint-Etienne qui se déroulera vendredi à 20h45. Et pour ça, j'ai encore une fois fait une très belle équipe avec moi. J'ai l'historien de l'AS Saint-Etienne. Bonsoir à Albert. tous, bonsoir à toutes. Et bienvenue. Salut Albert. Bienvenue à toi. On a aussi l'Argentin d'Argenteuil, Melvin. Salut à tous. Salut. Et on a un très bel invité avec nous. Il est le présentateur de Club ASS sur TL7 et aussi commentateur pour les Verts, c'est Anthony Verpillon. Salut Anthony. Bonsoir à toutes et à tous. Écoute, merci de ta présence en tout cas. Merci d'être venu dans la Lucarne Verte. Merci de l'invitation. Écoutez, de rien. Et puis pour te connaître un peu mieux, je vais laisser Albert te faire une petite interview. Merci. Albert, la piste est à toi. Donc, tu es journaliste à TL7, on peut se tutoyer, j'ai peut-être pas. Oui, bien sûr. Ok. Ça change les repères parce que d'habitude c'est moi qui interview, mais je le fais pas aussi bien que toi, il n'y a pas de doute. Je vais juste sentir le stress que les gens, me décrivent quand ils sont interviewés. C'est pas faux. Donc, tu es journaliste à TL7, mais aussi commentateur des Verts. Est-ce que l'ASS est ton club de cœur? Parce que j'ai cru comprendre que tu n'étais pas stéphanois d'origine. Non, je suis pas stéphanois d'origine. Donc ma question, est-ce que l'ASS est ton club de cœur ou pas? L'ASS est devenu un club très important, ouais. D'accord. L'ASS est devenu un club très important et moi j'ai un parcours un peu singulier, mais tu peux en donner 2 mots? Tu peux en dire 2 mots ou c'est Ouais, c'est j'aime plusieurs clubs. Il y en a un en particulier que j'aime beaucoup, c'est le FC Lorient. J'ai pu en parler des fois ou le laisser entendre sur certaines émissions parce que je vais faire mon chieur. Désolé, mais tu sais que le club du FC Lorient a été créé par une Stéphanoise, la grand-mère d'Antoine Cuissard, un génialissime joueur de la Saint-Etienne. Ça, je l'ai découvert quand j'étais à Lorient, justement. D'accord. Et en fait, Lorient, c'est mon premier job en tant que journaliste. C'était sur une radio à Lorient et j'ai adoré ce club. Et j'ai adoré, alors adoré, je ne vais pas dire la personne parce que je ne le connais pas assez, mais j'ai adoré être au contact de Christian Gourcuff. Voilà. Je trouve que c'est quelqu'un qui a été sous-coté et en même temps qui a rien fait non plus peut-être pour aller peut-être un peu plus haut mais parce que c'était un passionné de football et je pense que je comprends mieux le parcours du fils en ayant connu un peu le père, parce que c'est des gens qui sont un peu absolutistes sur le foot et puis qui étaient pas de leur époque. Le père comme le fils, je pense qu'ils ont aimé un autre foot qui n'est pas le foot d'il y a 10 ans, parce que moi je l'ai connu il y a 10 ans et qui un peu plus de 10 ans même, et qui n'est pas le foot de maintenant, encore moins. Mais avant ça, je vais pas me faire des amis, hein, mais j'ai grandi en Isère. J'ai grandi en Isère et forcément le foot je l'ai découvert à 60 km de là. D'accord. Bon, on en parlera un peu moins là. Non, mais alors après, voilà, comme à l'époque, mon père, qui a grandi en Isère aussi, venait voir la Coupe d'Europe à Saint-Etienne. Moi, je vais aller voir la Coupe d'Europe à Lyon. Il n'y a pas de souci. Moi, j'habite à Lyon, donc je ne suis pas mort, et bien au contraire. Tu traites de l'actualité des Verts. Est-ce que tu as une relation particulière avec les joueurs, avec le club, ou pas? Une relation, alors tout dépend ce qu'on appelle une relation particulière. J'ai peut-être une relation un peu plus privilégiée entre guillemets que beaucoup de supporters parce que on voit les coulisses. Enfin,
ce qu'on veut nous en montrer, évidemment. Mais au-delà de cette relation-là, moi, ça a été un peu la déconvenue aussi dans le métier où je pensais que les relations étaient plus étroites. Et en fait non. D'accord. Puis il y a peut-être des journalistes qui se l'interdisent aussi, hein, pour garder leur objectivité. Ah non, ça ne m'interdit pas du tout. Parce qu'à un moment donné, l'objectivité, ok, mais pour avoir des infos, il faut aussi avoir la confiance des gens avec qui on parle. Parce que vous pouvez être le plus objectif du monde, si vous n'avez pas la confiance, on ne vous donnera jamais d'infos. Et même quand on essaye d'établir la confiance, elle est très très compliquée à mettre en place. Et puis on n'a pas les mêmes logiques. Et en même temps, le métier a beaucoup changé aussi. Enfin, l'environnement a beaucoup changé. C'est-à-dire que les clubs n'étaient pas aussi développés niveau communication. Donc, ils avaient besoin des journalistes. Maintenant, ils ont plus du tout besoin des journalistes. Donc, nous, on est là. Pour beaucoup, je pense qu'on est un mal nécessaire. Et puis c'est pour beaucoup je parle de clubs, hein. Oui. Un mal nécessaire. Et du coup, ils ont plus besoin de nous. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois parce que sinon, les relations seraient beaucoup plus étroites. Oui. Ok. Alors, comment vis-tu l'ambiance de la tribune de presse? C'est frustrant. C'est à la fois génial parce que moi j'ai toujours voulu commenter, donc, mais c'est frustrant parce que c'était contre Guingamp, je crois, où j'ai enlevé le casque à un moment donné parce que je voulais entendre l'ambiance, en fait, je voulais kiffer aussi. Et il y a des gens, des fois, hier on a fait l'émission, il y avait des supporters qui sont venus. D'ailleurs, je lance un appel aux supporters. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus parce que ce plateau est désespérément vide depuis le Covid et il a la peine à se remplir à nouveau. Et alors, c'est plus facile sur d'autres émissions où ils arrivent à remplir. Et nous, on n'y arrive pas trop. Donc, si vous passez par Saint-Genélaire un mardi soir, vous êtes les bienvenus sur le plateau de Club ASS. Et, on viendra. Ouais, carrément. Et puis, ça permet de voir aussi comment se tourne une émission. Enfin, c'est intéressant, je pense. Melvin l'avait vu. Oui, c'est clair. C'est très intéressant. Donc voilà. Et puis voilà. Et ouais, j'ai oublié après le début de la question. Mais... Oui, non, c'est l'ambiance de la tribune de presse. Ah oui. Peut-être frustré. Ouais. Mais par contre, pour la petite anecdote, je me suis permis 2 fois de faire des trucs qui sont absolument pas journalistiques, de monter sur la table pour la demi-finale victorieuse contre Rennes. Le coup de finale. Alors je commentais pas, donc c'était plus facile, mais j'ai été porté par le truc, vraiment incroyable. Alors je sais plus si c'était une écharpe ou un maillot pour commenter un match à Lyon. Tu es déjà allé dans les COP? Non. Si. Mais pour moi, le COP, je sais pas pourquoi, intellectuellement, je me dis COP Nord, alors que le COP Sud fait très très bien le boulot. Mais je sais pas, Oui. Quand on me parle de COP, je vois. Je dis les. Hein, on est bien ouais. Et alors je suis allé dans le COP Sud, un peu à l'écart, parce que c'est la première expérience de mon petit garçon au stade. Il avait 2 ans et demi. Même pas. Non, même pas, il avait eu 2 ans quelques jours auparavant et ça a duré 17 minutes. C'est parti. Bon. Dernière petite question. Donc, revenons à la saison actuelle. Est-ce que tu t'attendais à une saison aussi compliquée? Et, question alternative, qu'est-ce que tu attends pour la saison prochaine? J'ai l'impression que je suis plus réaliste maintenant qu'au début de la saison. Je veux dire, en prévision de la saison prochaine qu'au début de la saison, moi, je me suis laissé croire que la SS allait réussir là où d'autres ont échoué avant. Lorient, on en parlait, qui a mis un petit moment à remonter. Auxerre, qui a mis 10 ans à remonter. Sochaux, qui n'est toujours pas remonté. Enfin, il y a plein de clubs comme ça de Ligue 2 qui n'ont pas su faire le yo-yo. Et du coup, je me suis un peu laissé bercer par ça et je pensais que ce serait suffisant. Je pensais aussi que Laurent Batles, armé de certains anciens Troyens, ça allait le faire. Et puis, force est de constater qu'il avait raison en parlant de 2 ans et que pour la saison prochaine,
Je pense que ça va être dur, mais bon. En fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir dans quel état les Ligue 1 vont descendre. Il n'y en a pas trop. Je pense que, comment il s'appelle, Angers, de toute façon, ils ne pourront même pas recruter. Enfin, voilà. Déjà pour l'instant, hein, et même s'ils ont l'appel, ils n'ont même pas le droit de recruter. Je ne pense pas qu'Ajaccio. Bon, Bordeaux, après, était descendu dans une situation très compliquée et ils arrivent quand même à maintenir le truc. Mais je pense qu'Angers n'a pas le crédit. Ouais, puis a pas suffisamment préparé son avenir, en fait. Parce que Bordeaux avait quelques jeunes quand même, voilà, et Angers n'a pas, j'ai l'impression, n'a pas ça. Et puis Nantes, moi, c'est surtout Nantes qui me fait peur s'ils descendent. Parce que ils seront quand même armés, quoi. Enfin, faut voir ce qui restera, mais ils seront quand même armés pour. Donc, si l'ASS travaille bien cet été, mais en fait, c'est même pas ça, c'est si l'ASS travaille bien depuis janvier dernier. Et continue à bien travailler. Oui. Petite anecdote là aussi, si Nantes descend, la dernière fois que Nantes et l'AS Saint-Etienne se sont retrouvés en deuxième division, les deux clubs sont montés ensemble. Donc, allez, on va dire que c'est de bon augure. C'est en 1963 et j'étais pas né non plus, d'accord. Ok. Mais mon père est bien. Merci pour cette jolie réponse. À toi, Bastien. Oui, écoutez, en tout cas, merci pour cette interview, messieurs. C'était parfait. Et du coup, on va passer à la troisième mi-temps. Cette fois-ci, effectivement, les Verts ont gagné 4-2. Mais pour ça, on va vous rappeler ce qu'on avait pronostiqué mercredi dernier. En tout cas, messieurs, on va passer du coup au petit pronostic. Messieurs, Saint-Etienne, Quevilly, Rouen, ce sera ce samedi 20 mai à 19h. Quentin, quel est ton petit pronostic? Je vais me calmer parce que ces derniers temps, je suis un peu dans l'excès. Enfin. Allez, je vois un petit 2-0. Et allez, Crasso et Briançon pour le retour. Ah, ça me fait plaisir, ça. Melvin, qui vois-tu? 3-1. But de Mafouta en face. Et pour nos buteurs à nous, Kafi à la maison. So sera buteur sur corner. Et nous ferons même le doublé avec Briançon sur corner. Ah, voilà. 3-1. Nos deux défenseurs marqueront sur des corners bien tirés de Cafaro. Et un match très très bon de Cafaro. Allez, Colin. En vrai, je vois bien le petit 1-1 avec un QRM qui est capable de tenir tête à des équipes, des grosses équipes, plus donc avec Bordeaux, avec Le Havre. Moi je vois la folie. Le 4-3, mesdames et messieurs. Ça sent le 4-3 pour la Saint-Etienne. Aïe. Avec un doublé déjà de l'inévitable Ibrahim Awadji. Voilà. Il y a moyen que ça arrive. Non, il y a moyen que ça arrive avec la prestation publique. Voilà. Après, en buteur, je vois bien Diane Chambaud. Allez, il sera titulaire, il va remarquer. Et puis pour finir, qui de mieux que Anthony Briançon, et pas notre capitaine. Et il marquera face au COP Sud. Voilà. Et justement, d'ailleurs, on a le chat qui nous donne son prono aussi. Gourmist qui nous donne le petit 1-0 avec Wadji, je cite, qui arrivera enfin à tirer dans les buts. Mais bon, victoire 1-0, c'est ce qu'on retient. Albert qui nous donne le petit 3-1 pour Saint-Étienne. Wadji, Crasso qui met un doublé, ce qui commence à se faire rare aussi. Donc voilà, on tient plutôt déjà un but pour tout ce match. On est plutôt optimiste, mais déjà Crasso qui marque un but, ce serait déjà pas mal. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas marqué. On aimerait bien le revoir planter Jean-Philippe Crasso. J'ai peut-être pas eu les buteurs, mais pas loin. Bon, messieurs, qu'est-ce qu'on en pense de ces pronos toujours aussi foireux? On n'a toujours pas un bon score. On a les buteurs, mais pas les bons scores. Qu'est-ce que tu veux? Vaut mieux qu'on gagne et qu'on se plante dans les pronos. On prend. Après, moi, je tiens à dire que quand même, mon score était exact à un moment et j'ai quand même Mathieu Cafaro en buteur. Et Briançon, on peut lui la compter, la passe D, donc quasiment le but, quoi.
Oh, c'est méchant, c'est pas bien. Ça. Non, faut pas dire ça. C'est pas bien, c'est pas Briançon, c'est pas bien de dire C'est un ça. bon mec en plus. C'est un très très bon mec. Oui. Voilà. Non, écoutez, messieurs, sur ces pronos qu'on n'a toujours pas eu un score exact, hein, on espère, il reste 2 matchs. On espère au moins en avoir un résultat exact. Hein, il reste 2 matchs, on y croit encore. On va vous faire un petit résumé de ce match, de ce passionnant quand même Saint-Étienne-Queville-Rouen, avec du rebondissement. Et ben, c'est les Verts qui ont ouvert le score. À la 21e minute, l'action est magnifique. C'est Nkunku qui dribble son vis-à-vis, qui donne à Bouchoirie qui envoie Crasso en profondeur. Et Crasso après qui va remporter son duel sur le côté gauche. Et puis donner une magnifique galette à Cafaro. Et Cafaro, reprise de volée magnifique. Ça fait 1-0. Et un petit peu avant la mi-temps, Queville, ils vont avoir un petit cadeau. Et puis ils vont pouvoir égaliser. Ça va un peu refroidir tout le monde. Un partout à la mi-temps. Bon. Et derrière, 64e minute, eh bien, Nkunku tente de chercher Wadji en hauteur. Malheureusement, le défenseur est un peu trop grand pour que Wadji dispute le ballon de la tête. Il la remet complètement dans l'axe, mais qui est là, Dylan Chambaud pour frapper en demi-volée. C'est magnifique, c'est poteau rentrant. C'est superbe, ça fait 2-1. Puis les Verts vont continuer à accélérer. 74e minute. Crasso envoie Wadji dans la profondeur, qui centre parfait pour la légende Kader Bamba. Et oui, la légende et le joueur préféré de Colin, Kader Bamba, marque pour le 3-1. Et puis derrière, Queviron, ils vont revenir 2 minutes plus tard, 3-2 à ce moment-là. On pourrait peut-être se douter que les Verts vont se faire rattraper, mais c'est pas ce qui va arriver. Les Verts à la 87e minute vont aller chercher le 4-2. Alors c'est un but contre son camp, c'est pas Jean-Philippe Crasso qui le marque. Ça ne lui a pas été accordé, c'est un but contre son camp, mais ça fait 4-2. Les Verts vont tenir le score et vont l'emporter. Les Verts sont à l'heure actuelle 9e du championnat. Et messieurs, première question, qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce match, Anthony? Qu'est-ce que tu en as pensé? Les montagnes russes, quoi. C'est à la fois des enthousiasmants parce qu'ils arrivent à marquer beaucoup de buts, et puis c'est des Verts qui prennent beaucoup de buts. C'est vraiment l'image de la saison, avec la réussite en plus de la deuxième partie. Mais il n'y a pas que de la réussite, il y a aussi du talent, un peu plus de talent quand même qu'en première partie de saison. Mais ouais, c'est bien parce qu'il y a le maintien, c'est bien parce que... Mais je pense que Laurent Batles doit pas être complètement satisfait quand même de prendre des buts aussi facilement, et puis de se faire peur comme ça malgré tout. Mais bon, forcément, si c'est heureux à la fin, on met un peu moins l'accent dessus, quoi. Oui, non, mais t'as raison, Albert. Qu'est-ce que t'en as pensé un petit ressenti? Moi, je me suis régalé, et puis point barre, quoi. Évidemment, parce qu'il y a la victoire au bout, c'est clair. Mais malgré tout, 4 buts, des actions à l'appel, ça aurait pu finir 6-4. La victoire de la Saint-Étienne est tout de même méritée. Effectivement, il y a ces travers défensifs, et on en reparlera, mais voilà. J'étais au stade, comme d'habitude, depuis plusieurs matchs déjà, donc je me suis régalé. Et tant mieux que ça continue. C'est tout ce que je peux dire, et on est tous à côté de moi, on a pris un très très grand plaisir. Melvin, pour finir. Oui, c'est clair que c'était un match plus que plaisant, et c'est surtout un match où en première partie de saison, celui-là, tu fais match nul. Tu prends ton but à la 90e et tu rentres chez toi avec ton petit match nul et ta triste performance au final, quoi. Mais non, là tu la gagnes, donc tu es heureux, et c'est clair que c'est un match où tu prends du plaisir parce que tu as gagné et parce que le scénario a fait que ton cœur a balancé de tous les côtés, quoi. C'est clair. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir, ce match. Au niveau offensif, en tout cas. Au niveau défensif, ça sera à revoir quand même. Après, de toute façon, tout ne peut pas être parfait. De toute façon, peu importe la manière, l'important, c'est les 3 points, comme on dit.
Non, mais la manière y était. Après, il y a des imperfections, mais la manière y était. Oui, Ça, on peut pas le enfin, reprocher d'avoir proposé quelque chose. Enfin, ah non, mais c'est sûr, mais c'est plaisant. que que sur le contenu offensif ou défensif, qui certes a été un peu compliqué, au moins t'as les 3 points, c'est bien, t'as gagné, l'important c'était de gagner celui-là. Voilà. Parce que surtout qu'on se rappelle, hein, les Verts, ils avaient pris un petit coup derrière la nuque en perdant à Laval, et là, malgré ce scénario qui aurait pu impacter les Verts, notamment sur un partout à la mi-temps, les Verts n'ont jamais baissé les bras, au contraire, hein, ils ont continué à appuyer malgré aussi un petit moment de flottement au début de deuxième mi-temps. Hein. À un moment, c'était un peu compliqué. Les Verts ont eu du mal à se trouver. Et derrière, il y a eu ce but de Dylan Chambaud qui a fait beaucoup de bien. Mais les Verts, du coup, n'ont pas baissé les bras. Ont continué à dérouler, même après la réduction du score au 3-2. Les Verts ont toujours continué à attaquer, ont essayé de proposer un jeu offensif assez alléchant avec leurs armes. Et ça a plutôt bien réussi. Donc, sans toi, Anthony, les Verts n'ont pas baissé les bras. Comment tu l'expliques ? Il y a Anthony Briançon sur le terrain. Et c'est quelqu'un qui apporte qui impulse un autre état d'esprit. Donc c'est bien. Il faut je pense que c'est pas le meilleur défenseur du monde, mais c'est un très très solide, un joueur très très solide et surtout qui a l'état d'esprit, il a tout pour plaire. Vraiment, il a tout pour plaire à ce public. Et j'espère qu'il va s'inscrire quand même dans la durée, et parce que et puis il a un travail aussi un peu invisible où le bloc est plus haut avec lui, il manage assez bien sa défense. Alors il y a des errements, mais parce que si c'était les meilleurs défenseurs du monde, il serait pas à l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. Donc il y a des errements, mais son état d'esprit quand même apporte beaucoup. Et puis après, il y a toujours la fraîcheur d'Nkunku pour apporter beaucoup de... Je sais pas s'il y avait beaucoup de danger de la part d'Nkunku, mais au moins, alors toute proportion gardée, mais c'est un peu comme Kylian Mbappé qui est sur un terrain, on sait que ça peut déclencher de son côté. Avec Nkunku, on sait que ça peut déclencher de son côté. Toute proportion gardée, je mets pas Nkunku à la place d'Mbappé, mais voilà, les adversaires ont ça dans la tête, et puis de l'autre côté ils ont Cafaro qui, moi je trouve est décisif, et ça c'est très bien, mais je pense pourrait apporter encore plus. Mais voilà, c'est un vrai casse-tête. Et puis ils se disent, ouais, mais si on va sur les côtés, dans l'axe, il y a aussi Crasso qui là aussi est pas toujours extraordinaire dans une partie, mais qui peut à n'importe quel moment les déstabiliser. Donc en fait, la SS fait peur. Je pense qu'il y a aussi de ça en fait maintenant. C'est que la SS fait beaucoup plus peur qu'en première partie de saison, parce qu'elle a des individualités qui peuvent faire des différences. Mais après, j'aimerais bien qu'il y ait un collectif peut-être un peu plus huilé. Après, on demande tout aussi à la SS, et que la SS était en entier, et que voilà, ça va se mettre en place. Mais voilà, pour la saison prochaine, je pense que l'axe de progression, c'est que ça joue davantage ensemble et non pas sur quelques exploits à certains moments. Alors, tu as parfaitement raison. On ne baisse pas les bras parce qu'il y a un nouvel état d'esprit depuis 2023, apporté par les recrues. Je pense à Larsonneur, Nkunku, qui jouent bien avec le public déjà. Ça aussi, c'est important, parce qu'il faut se mettre dans la poche, le public. On a vu qu'en début de saison, c'était plutôt un fardeau pour les joueurs. Pas le public soit un fardeau, mais pour les joueurs, c'était plutôt compliqué. Bon, on a joué quand même 4 matchs à huis clos, mais le reste, c'était plutôt compliqué. Alors là, on a eu des... Il sortait aussi, pardon, je te coupe, mais il sortait aussi du Covid. Alors, pas l'année précédente, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont découvert le monde pro avec le Covid, donc ils n'avaient pas non plus l'habitude d'avoir un peuple vert qui les pousse. Oui, mais c'est pour ça qu'on peut dire que cet état d'esprit, né avec 2023 grâce aux recrues, ont permis à ce que les Verts, aujourd'hui, ne baissent plus les bras. En première partie de saison, très clair, on prenait un but, il y avait le collectif se liquéfiait, on en prenait un deuxième et on perdait le match. Aujourd'hui, en 2023, on a plusieurs matchs où on a encaissé les premiers buts, voire l'équipe en face a égalisé, et cet état d'esprit nouveau 2023 fait que, on reste dans la partie, on est de nouveau compétitif,
et on réalise évidemment une deuxième partie de saison qui est conforme à nos attentes et qui nous fait très plaisir. Mais le fait qu'on ne baisse plus les bras, c'est effectivement en grande partie avec ce nouveau recrutement, ce nouvel état d'esprit et les joueurs qui avaient un peu la tête dans le seau. Je pense notamment à Dylan Chambaud, qui est l'exemple parfait. Eh bien, on continuait à travailler, ont gardé cet état d'esprit et se sont fondus dans cette nouvelle dynamique. Et il a de nouveau sa chance. Donc, tout ça fait qu'on rétablit des situations et on gagne en fin de match ce que l'on pouvait perdre pendant les 6 premiers mois. Ouais, non mais c'est vrai. Ouais, non mais c'est vrai que t'as raison Albert là-dessus. Puis au-delà de ça, moi ce que j'ai trouvé intéressant avec les Verts, c'est cette qualité offensive qu'ils ont montré tout ce match. C'est qu'ils ont, alors des fois c'est un peu brouillon. Bon, ok, ça peut arriver qu'on loupe des choses, mais toujours tenter de nouvelles choses. On a essayé de combiner de temps en temps. On a essayé, on a envoyé en profondeur Wadji. Il rate son occasion, mais on a tenté des choses. On a tenté des frappes de loin aussi, chose que on faisait pas trop les Saint-Etienne. On essayait beaucoup de se rapprocher. Là, on tente plus de loin. On essaye d'être un peu plus créatif et de varier vraiment l'attaque. Et je trouve que vraiment ça a été très bon. La performance offensive est très bonne. La performance défensive est certes quand même un peu moins bonne, mais dans le cas, c'est que là, l'offensif a vraiment permis de gagner ce match avec des joueurs qui ont vraiment mis, tous ont mis la main à la pâte, et les rentrants aussi. Je pense à Kader Bamba qui fait une bonne rentrée. Kader Bamba qui a vraiment fait une bonne rentrée dans ce match. Même Lamine Fomba qui a essayé d'apporter quelque chose au milieu de terrain, un peu plus de dynamisme. Vraiment, on a senti que tout le monde a essayé de mettre de la main à la pâte pour que la Saint-Etienne, qui aujourd'hui est la meilleure attaque de la Ligue 2, soit vraiment, oui, soit le danger numéro 1. On va dire. Tout le monde, c'est le collectif qui sont le danger numéro 1, avec les individualités, mais le collectif était le danger numéro 1. Oui, tu as raison. Melvin, vas-y. Ouais, mais c'est ça, c'est clair que les Verts, ils n'ont pas baissé les bras parce qu'ils ont un collectif maintenant qui est en train de se créer de plus en plus, avec des joueurs qui de plus en plus commencent à se connaître, à savoir quand l'un peut baisser un peu plus le pied, les autres le poussent. Ça aide de savoir quand son coéquipier peut être un peu moins bon, un peu moins fringant sur le terrain, et ben ça aide, les entrants aident. Vraiment, c'est des Verts qui sont vraiment avec un mental bien plus armé pour attaquer ces matchs-là. Et comme on le dit, ouais, c'est un match où en première partie de saison, à 3-2, tu t'effondres. Et tu es capable de faire match nul sur un match comme ça. Et là, c'est grâce à ton mental de tenir ce score, d'aller chercher ce 4e but qui te permet de souffler un peu et de rien lâcher, quoi. De rien lâcher jusqu'au bout. Donc oui, c'est clair que les Verts, ils n'ont pas baissé les bras pour autant, mais tu as quand même un sacré déséquilibre dans cette équipe, que ce soit offensif ou défensif, qui te coûte quand même mentalement et dans le score quand même. Ouais, mais tu vois, d'ailleurs, en parlant de ça, mais est-ce qu'on peut être aussi un peu... D'un côté, on n'a pas baissé les bras, mais de l'autre côté, quand même, tu reprends quand même 2 buts. Enfin, en plus, c'est une équipe de Quevilly-Rouen qui on l'avait dit la semaine dernière dans le rapport de forme, c'était pas une équipe, offensivement, c'était pas quelque chose d'assez fringant, c'était pas une équipe qui marquait beaucoup à l'extérieur. Là, on prend quand même 2 buts. Ouais, quand on peut se poser la question de est-ce qu'on peut être un peu inquiet, ce genre de choses. Oui, il y a des bons joueurs, mais c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant de prendre 2 buts contre Quevilly-Rouen, qui n'est pas une meilleure équipe, qui n'est pas une équipe très offensive à l'extérieur, quoi. Bonne défense. En fait, c'est une équipe qui est complètement à sa place. C'est-à-dire que je crois que quand je fais mes stats d'avant-match, elle était 8e attaque et 9e défense ou l'inverse. Mais elle était 8e du championnat. Franchement, c'est vraiment une équipe, une bonne équipe de Ligue 2 parce qu'elle a quelques bons joueurs. Moi, Bangré, par exemple, alors peut-être sur ce match, il marque certes, mais c'est lui qui se retrouve sur le cul au moment où Nkunku fait sa relance. Mais je trouve qu'il y a vraiment du potentiel chez ce joueur-là.
Mafuta, j'en attendais peut-être un peu mieux, mais c'est qu'il a été muselé peut-être aussi, certainement. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui... Elle méritait sa place, hein. Elle est allée chercher une. Franchement, ce serait un bon maintien, hein. mieux pour la SS, mais ce serait dommage qu'il soit éjecté du top 10 parce que franchement, il le mérite. Il mérite quand même QRM d'être dans le top 10. Oui, puis ils ont eu droit à un bon maintien. Ils n'ont jamais tremblé de toute la saison. Et donc ça, on peut en féliciter l'entraîneur Olivier Chouafny qui a fait du super boulot. Non, c'est pas un résultat au rabais. Ce que j'ai pu lire également dans les réseaux sociaux. À chaque fois qu'on gagne, d'ailleurs, dans les réseaux sociaux, ce que je lis, c'est « Ah bah oui, mais l'équipe d'en face, elle ne vaut pas un cachou. Si on avait des vraies équipes en face, on s'en prendrait 8. » Bref, non, c'est... Enfin, sur cette deuxième partie de saison, on mérite amplement nos résultats et non seulement on les mérite, mais on est allé les chercher. C'est pas des résultats, c'est des résultats complètement mérités. D'accord ? Nos joueurs n'ont maintenant plus peur d'oser comme avant, et surtout, et ça aussi c'est un élément qui me semble à moi déterminant, c'est que quand ils osent, même quand ils ratent, ils continuent à être soutenus par le public, alors qu'il y a 6 mois, certains pouvaient être inhibés parce qu'ils se prenaient les huées qui pouvaient les décontenancer, voire les faire en sorte de les brimer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et donc on a des résultats qu'on mérite, complètement, donc tant mieux. Mais moi, je suis d'accord sur le vas-y Melvin au pire. Ouais, non, mais c'est clair que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais il faut quand même être inquiet de se dire que tu prends quand même pas mal de buts sur les derniers matchs, tu en prends quand même pas mal encore. Et c'est des buts qui sont évitables pour la plupart. Tu peux encore les éviter. Le premier but, c'est ton erreur, c'est toi. Hein. Alors, il a très bien Anthony dit, Briançon. Oui, mais il a très bien dit en conférence de presse d'après-match. Il a dit comme quoi il a essayé de chercher quelque chose, d'aller chercher Bouchoirie pour ouvrir le jeu, et c'est une erreur bête. C'est trop risqué. Il le sait soi-même que c'était risqué, mais c'était vraiment son intention. Et je pense après voilà, il y a le fait aussi que bon. Il avait été arrêté pendant un petit moment, voilà, reprendre. Alors, il y a des habitudes à reprendre quand même dans tous les cas. Non, mais moi je suis d'accord. Oui. Moi je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec Méline, mais après, en soi, oui, c'est vrai que Briançon, c'est difficile comme retour, mais en soi, après, bon, t'enlèves cette trop grosse relance, bon, derrière le résultat est là. Bon, après le deuxième but, c'est vrai que tu peux quand même un peu l'éviter. Bon, c'est malheureux que c'est contré parce que je pense que Gauthier Larsonneur était sur la trajectoire si ce tir ne s'est pas dévié par Petro. Oui, c'est Petro qui était pas bon. Ouais, c'est Petro. Oui, mais après, bon, voilà, c'est des buts en fait. Voilà, sur les buts, on peut très bien les éviter. Donc c'est là où il y a encore, on voit qu'il y a quand même encore un axe de progression assez. C'est important. La défense, le placement, l'alignement, ça se travaille. Il y a encore du boulot pour que vraiment la vis soit bien serrée. Ça prendra du temps. Trop de temps faible parce que c'est vrai qu'on a fustigé, on a plutôt mis en avant l'erreur de Briançon en fin de première mi-temps, mais en fait c'était les 10 dernières minutes de la mi-temps qui étaient difficiles. Et on aurait pu prendre d'autres buts, soit un peu avant, parce qu'on commençait à prendre l'eau. Et l'égalisation de QRM était là aussi méritée. Après, elle est venue sur une erreur, certes, mais à ce moment-là, on n'était pas bien. Donc la mi-temps, elle est revenue à point nommé, hein, même, je dirais, pour relancer la machine en deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est ces temps faibles qu'il va falloir mieux maîtriser l'année prochaine. C'est déséquilibre qui fait qu'on prend trop de buts, c'est clair. Mais sur ce qu'on a vu sur la deuxième partie 2023, on peut quand même être plutôt, sans être vraiment optimiste BA, mais c'est qu'on est sur la bonne voie. Oui, il y a avec de belles retouches, on est sur la bonne voie. Je suis d'accord. Non, mais c'est sûr. Il y a du boulot, mais on est au moins sur le bon chemin. On va, du coup, monsieur, on va laisser la place et la parole à
le boss, Cola, qui va nous faire un petit peu l'œil du stade, qui va nous parler, puisqu'il était au match. Donc, Cola, l'œil du stade, c'est pour toi. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Bon, on devrait juste prévenir nos auditeurs, on ne devrait pas me voir sur le live, je suis juste la petite voix tranquille, on va parler directement du stade. On était plusieurs au stade, j'y étais aussi, et Geoffroy Guichard a quand même fait 18 528 spectateurs dans ce club, sans Coupe Nord. La Ligue avait bridé Geoffroy Guichard, entre guillemets, ce samedi. On a fait sans Charles Parret, quasiment 8000 places en moins si on ne compte pas le balcon supérieur. Puisque pour rappel, le COP Nord il a subi un huis clos suite à des incidents survenus à Metz. Il y a eu des débordements de supporters, autant messins que stéphanois. Mais je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, l'ambiance était électrique. Les Apaches ont clairement enflammé Geoffroy Guichard ce samedi dans un match spectaculaire. Tout le monde était soulagé à la 21e sous l'ouverture du score de Cafaro. Le but était extraordinaire vu du COP, même si c'était en face du COP Nord, qu'on était en sud. C'était super. On a pris longtemps à comprendre, enfin moi dans mes souvenirs, j'ai pris longtemps à comprendre qu'il y avait un but, mais ouais, il était quand même beau. Superbe. Donc je sais pas ce que ça a donné du côté d'Henri Point. Et puis bon, même si l'égalisation de Bangré a un peu refroidi le COP à la mi-temps, voire un peu énervé personnellement au vu de sa célébration, il a embrassé le sol. Dylan Chambaud, symbole du club, le Stéphanois ici du centre, qui renaît de ses cendres, a permis à tout le monde de retrouver le sourire à la 66e. Et puis malgré la réduction du score, 4 minutes après le but de Kader Bamba, le public est resté très enthousiaste, le sourire, tout le monde souriait, la bonne ambiance, on chantait, on continuait de chanter, en tout cas du côté du COP. On a continué d'y croire, on n'a pas lâché, et ça a payé. Et puis en dehors de ça, les Verts, ils ont été très combatifs. Dès les premières minutes de jeu, ça a mis tout le monde directement dans l'ambiance. La température était haute dès les premières minutes de jeu. Et du coup, je voudrais poser 2-3 petites questions. Albert, toi, tu l'as vécu comment d'Henri Point ce match ? De toute façon, comme d'habitude, je suis à fond, quoi qu'il en soit. Ça, c'est clair. Puisque les Verts nous font plaisir à non seulement tout le temps attaquer, mais à ne jamais baisser les bras, à ne jamais s'avouer vaincu, on ne peut que les soutenir, même quand ils font des erreurs. Puisque, entre guillemets, ils mouillent le maillot, puisqu'ils sont des parfaits représentants des valeurs stéphanoises, donc à partir de là, on ne peut que les soutenir, même quand ils sont dans le dur, et c'est tout à leur honneur. Donc, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Henri Point, la volée de Cafaro, mais un régal. C'était quelque chose de spectaculaire. On a bondi de joie. On était vraiment dans une situation où aujourd'hui, tant qu'ils continueront à jouer de cette manière, même avec leurs erreurs, on ne pourra que les soutenir et on ne pourra que être derrière eux. Bien sûr. Ça, Anthony, il faut que tu en sois sûr. Voilà. Anthony, je voulais te demander, tu étais en tribune presse, toi, de ton côté. Est-ce que tu as peut-être regardé le match à la télé aussi, peut-être ? Suivi à l'extérieur ou... Comment ? Non, j'étais en tribune de presse, ouais. Ouais, et ça, Après, c'était comment comme... non, c'est bien parce que déjà les Verts mettent des ingrédients qui sont importants, d'attaquer très rapidement la défense, la défense et puis la surface de réparation adverse. Et puis c'est plaisant quand tu vois 6 buts dans un match. C'est cool, mais après, moi, je suis peut-être un peu esprit chagrin, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait un collectif plus huilé, malgré tout. Alors, on parlait des forces individuelles, des forces, l'état d'esprit collectif, etc. Mais en fait, j'aimerais bien voir un bloc qui se déplace d'un seul homme. Voilà. Ça manque encore un peu, je trouve, cette saison. Mais après, le match était cool à voir. C'était un bon état d'esprit. Jusqu'en deuxième mi-temps où ça s'est un peu électrifié à certains moments, mais voilà, c'était un match agréable. T'as ressenti un vide, le fait qu'il n'y ait pas le COP Nord de présent? Est-ce que t'as ressenti juste le COP Sud?
Ah bah, je suis pas sûr, par exemple, que je pense que ça se finit à 4-1 et pas à 4-2 s'il y a le Côte Nord. Bien sûr. Je pense que le deuxième but, ils le prennent pas. Mais après, c'est. Ouais. Et puis Et le fait, donc, le fait que les deux copes ne se répondent plus, ne pouvaient pas se répondre, ce qui fait aussi un moment magique de Geoffroy Guichard, ça a manqué hein, malgré tout. Hein. Ça a manqué. Hein. Bastien Melvin, vous l'avez vécu comment, vous, le stade vous étiez au COP Sud? Vous l'avez vécu comment, ce match? Déjà, le COP Sud, alors que vous êtes des habitués du Côte Nord, en 5 minutes, vous l'avez vécu comment? Melvin. Vas-y, Melvin. Ouais, bah écoute, c'est une vision différente. Hein. Faut se le dire. Hein. Le stade, tu le vois différemment. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que moi, j'ai mes petits repères. Je vois mon match d'une façon. Et oui, c'est clair, ça change. Alors pas non plus, voilà. J'ai pas changé de stade non plus. Ça se sentait pas. Mais non, oui, c'est un plaisir de toute façon d'être au stade et de vibrer dans cette ambiance-là. Sur le but de Cafaro, moi je suis plus que je l'ai vu tout de suite, je l'ai senti tout de suite, mais j'étais tellement surpris et impressionné de la qualité de cette action-là elle m'a stoppé d'un coup. Et je me suis dit, mais on joue comme ça, on sait faire ça, on sait faire comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a surpris, où j'étais heureux, vraiment. Mais ça m'a mis quelques secondes à me dire, ah ouais, là on joue bien. Là c'est quelque chose que j'aime voir. Et c'était un vrai plaisir, non? Vraiment. Et puis ouais, comme tu as dit, ils ont bien enflammé Geoffroy Guichard. Alors oui, c'est clair que Geoffroy Guichard avec un poumon en moins, ça fait mal quand même, c'est clair. Bah merci messieurs, je relaisse la main à Bastien. Écoute, merci beaucoup Colin pour ce petit édito sur l'œil du stade. En tout cas, messieurs, on va passer à notre focus sur un joueur. Il a fait quand même une grosse période. D'ailleurs, il a été élu par les Stéphanois homme du match. C'est Mathieu Cafaro, et oui, qui a fait une belle prestation, auteur d'un but. Et puis, honnêtement, dans le jeu, il a été tellement précieux, Mathieu Cafaro. T'en as pensé quoi, toi, Mathieu Cafaro, Anthony? Bah, Mathieu Cafaro qui est décisif, c'est cool, mais après, voilà, encore une fois, moi j'aimerais qu'il soit encore plus dangereux en fait. Peut-être un peu comme peut l'être Nielsen Kunku sur son côté gauche. Après, c'est un joueur qui fait une belle fin de saison malgré tout, et puis qui prouve que c'est pas que des paroles quand il dit si ça tenait qu'à lui, il resterait. Et puis j'ai l'impression qu'il a. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé en Belgique, mais il veut pas y retourner, quoi. Enfin, déjà dans la présentation du joueur, moi j'avais halluciné, quoi, qu'il soit, il a dû se passer un truc en Belgique parce que c'est, on sent que c'est pas du tout son monde, c'est pas. Il se sent pas bien là-bas, voilà. Donc, pour ça, j'aimerais bien qu'il reste. Et puis, c'est toujours pareil. Hein, vous faites une première saison, c'est bien de voir une confirmation, mais honnêtement, j'attendais peut-être un peu plus de danger de Mathieu Cafaro. Il est capable de gestes incroyables. On l'a vu contre Annecy. Là, sa reprise, elle est parfaitement équilibrée. Mais moi, je m'attendais à un joueur qui a connu la Ligue 1 et donc qui serait plus décisif que ça encore. Et qui aurait un vrai poids sur son côté droit. Non, mais non, c'est vrai, je suis assez d'accord. Mais honnêtement, ce que j'ai trouvé intéressant dans Mathieu Cafaro, c'est quand même l'apport offensif. J'ai trouvé que c'était vraiment sur le côté droit. C'est vraiment le mec qui a vraiment, pour moi, mis beaucoup de danger. Il a vraiment percuté. Il a toujours cherché soit à jouer en passe et repiquer à l'intérieur. Il a tenté plein de choses, alors ça n'a pas tout réussi. Mais comme je dis, j'en veux pas un joueur qui tente des choses offensivement. Là, il a réussi par exemple sa reprise de volée et c'est magnifique. Il apprend parfaitement l'équilibre. C'est juste magnifique. Il va tenter les frappes de loin. Je crois que c'est lui en plus qui tire le coup franc où c'est sauvé. Enfin, vraiment, il tente tout. Et honnêtement, je veux dire, offensivement, ça a été je pense, un danger. Il a rendu complètement fou, je pense, aussi certains défenseurs de QRM. Parce qu'il y a des moments où il repique intérieur, il revient à l'extérieur. Il
il a des bons appuis, des bons crochets. Alors oui, on peut en attendre un peu plus, je suis d'accord. Surtout pour un joueur qui a connu la Ligue 1 avec Reims. Mais voilà, ce qu'il a montré quand même ce soir, c'est une grosse perf offensive. J'ai beaucoup aimé son côté droit qui était très animé et il a pas lâché. D'ailleurs, il a tenu 90 minutes en plus. Preuve quand même que c'est quand même un joueur qui mérite, qui a vraiment mérité son statut d'homme du match. Et voilà, moi j'ai vraiment juste adoré cette prestation offensive. Alors après, on peut se positionner des questions. Je sais qu'Albert, toi, tu vas apporter un petit peu de oui, il a nuance. fait un très bon match offensivement, mais c'est quelqu'un qui ne défend pas. Et je dirais la même chose d'Nkunku d'ailleurs. Hein. Ils ne défendent pas, donc ça oblige les 3 défenseurs axiaux à être encore plus performants, et ça oblige également le milieu à compenser. Or, contre Quevilly, tu avais, à part Monconduit, qui a des tâches un peu plus défensives, Bouchoirie et Chambaud ne défendaient pas non plus. Donc forcément, ça pouvait être que déséquilibré. Et je ne suis pas sûr que d'ailleurs que les 3 milieux de terrain vont être reconduits, parce que un match, il faut aussi défendre. Tu ne peux pas qu'attaquer. Et alors certes, Cafaro, c'est pas son rôle primordial, enfin c'est pas son rôle primaire d'être en tant que piston. Il est plutôt ailier droit, plutôt offensif droit, certes, mais à partir du moment où tu l'utilises en tant que piston, il a une action défensive à mener et il n'y est pas. Et donc forcément, si on veut prendre moins de buts, il faut qu'il s'y mette aussi. Hein. Donc voilà, je suis un peu comme Anthony. Effectivement, il peut être plus décisif, c'est clair, mais il a aussi des tâches défensives à assurer. Ouais. Voilà. Enfin, là, quand même, Albert, les buts qu'on prend, ils viennent pas du côté droit ou dû à une absence de Cafaro. Mais c'est pas que les buts qu'on a pris. Les actions qu'on a prises également font que les 10 dernières minutes de la première mi-temps, par exemple, on était dominé. Et c'est pas que le but qu'on a pris, on était largement dominé parce qu'on ne défendait pas, parce qu'on n'avait pas la rigueur nécessaire. Et ça vient aussi de nos pistons qui ne viennent pas défendre à côté d'Apia et de Petro. Donc ce rôle-là, forcément, il manque, d'où le nombre de buts qu'on prend. Hein. Pas que les Verts prennent à tous les matchs. Alors, on en prend moins qu'avant, mais à mon sens, encore trop. Et ça vient d'un plaisir de défendre, mais qui ne doit pas dépendre que des 3 derrière, mais bien toute l'équipe. Et des pistons, ça aussi, ça fait partie de leur rôle. Non, mais là, là-dessus, c'est ce que je pourrais reprocher à Cafaro, comme à Nkunku, mais à Cafaro également, pour ce manque de tâches défensives. Melvin, c'est pas son poste. Ouais. Moi, après, voilà, Cafaro, vous savez, de ce que j'en pense, je l'aime beaucoup. Mais ouais, comme a dit Albert, faut bien se dire quand même que c'est quelqu'un qui, à la base, est numéro 10, quoi. Numéro 10 ailier. Hein, et il a joué à Reims dans ces postes-là. Tu lui demandes un rôle de piston, alors il l'a appris. Au fur et à mesure de la saison, il l'a appris. Et du coup, c'est clair que c'est un peu plus compliqué pour lui maintenant. Mais il fait de mieux en mieux en tout cas. Et par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais sur sa volée, il la prend coup du pied et pas intérieur du pied comme il a pu prendre certaines volées auparavant. On sent que le joueur a plus de confiance en lui et plus, voilà. Il est plus dans une façon où, voilà, là, il prend confiance en lui, il va la chercher coup du pied, non intérieur du pied pour vraiment la mettre. Et bon, il a de la réussite en plus et il la met. Donc vraiment, pour moi, Mathieu Cafaro fait des matchs meilleurs chaque semaine, en tout cas. Et il prouve que c'est un joueur qui peut te ramener en Ligue 1 dans les prochaines années, parce que c'est un joueur qui est de plus en plus décisif aussi, ce qu'on pouvait lui reprocher au début, qui marquait très peu, il faisait très peu de passes D. Là, il commence à faire de plus en plus de stats, et je le trouve de mieux en mieux, en tout cas.
Oh bah oui, tout à fait, c'est un joueur qui va quand même qui a besoin de progresser. Mais c'est typiquement le genre de joueur qui a besoin d'enchaîner pour, euh, pour vraiment performer. Moi j'ai toujours dit qu'Afaro, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner parce que je me souviens, début de saison, il était titulaire, après remplaçant, et il jouait des bouts de match, bref, il n'enchaînait pas les titularisations. Là, c'est vrai que depuis qu'on est repassé dans ce système à 3 et qu'il est piston droit, qu'il enchaîne vraiment les matchs, je le trouve bien meilleur et dans le comportement. Et effectivement, il y a une progression à faire sur le côté défensif. Tu as raison, Albert. Ça, c'est nos pistons aussi, mais aussi le jeu veut que offensivement, on soit aussi performant. Donc après, c'est sûr que c'est plus compliqué quand on monte très haut. Pour après redescendre, c'est des fois ça peut paraître un peu compliqué de faire les efforts, mais bon, ça se travaille. Il faut les perfectionner. Hein. Justement, ces derniers matchs-là, ils servent aussi à chercher les défauts qu'on peut avoir encore dans ce 11 et tenter de les perfectionner. Oui, Cafaro, il a fait un très bon match, mais il y a encore des choses à améliorer. Et ce joueur-là, eh ben, j'aimerais le voir en tout cas en vers l'an prochain pour voir une belle évolution Alors oui, de il ce peut être joueur. tout à fait intéressant et je militerai pour qu'on lève l'option d'achat qui est sur son contrat. Parce que, on peut trouver peut-être meilleur piston, mais c'est pas sûr. Et on sait ce qu'on a aujourd'hui. Même s'il doit s'améliorer, ça me semble un joueur satisfaisant. Euh, Après, ouais, cet aspect défensif doit être travaillé. Non, ça se travaille, ça se travaillera de toute façon. Tu sais, il y a l'été, on va dire qu'il est conservé, t'as encore tout l'été, la prépa, les mises en place tactiques, il y a de quoi faire pour s'améliorer. Ah, bon, bah écoutez, monsieur, sur Mathieu Cafaro, c'était un petit focus. Et on va passer à notre sujet sur les féminines qui jouent le titre, qui joueront le titre à la dernière journée. Melvin et puis Albert, vous avez la piste. Bah, je vais peut-être commencer. Euh, donc, du coup, ouais, les Vertes, elles sont à un match, à une victoire ou à un match nul. Je vais laisser Albert quand même parler sur Mais, sur les termes techniques. d'accord. Revenons d'abord sur ce match. Parce que je l'ai vu, le match. Il était diffusé par BFM Provence. Donc j'ai réussi à voir le match des Vertes. Et encore une fois, c'est une vérité depuis au moins 2 matchs. On a des occasions. Enfin, les Vertes ont des occasions. On en a eu des très belles. Elles auraient pu ouvrir le score, notamment en première mi-temps. 2-3 occasions successives qu'elles auraient dû transformer, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Donc ensuite, une erreur sur un corner fait que c'est Marseille qui a ouvert le score et a gagné le match. Mais ça, il va falloir le gommer, parce que ça fait 3 matchs de suite où on a de nombreuses occasions, que les Vertes ont de nombreuses occasions et qu'elles ne les convertissent pas ou pas suffisamment. Donc, pour ce dernier match contre Albi, effectivement, c'est un axe de progression l'efficacité qu'il va falloir retrouver. Pour ce que tu disais là, effectivement, ce dernier match contre Albi, il est décisif, puisque, alors, pour être champion de France de D2, ça se jouera contre Lille et ne sont pris en compte que les résultats par rapport aux 6 premières équipes de chaque poule. D'accord ? Lille ne peut pas avoir plus de 22 points. C'est acté, puisqu'ils ont joué tous leurs matchs contre les 6e, au moins jusqu'au 6e, et donc ils ne peuvent pas avoir plus de 22 points, avec un goal average à plus 16 pour le plus défavorable pour l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne a 19 points et va jouer contre Albi, qui est 6e. D'accord ? Donc une victoire contre Albi les amènerait à 22 points, mais grâce à un meilleur goal average, elle serait donc championne. Elle peut l'être également en cas de match nul contre Albi. C'est un peu plus compliqué, dans la mesure où si Grenoble, qui est dans la même poule que nous, gagne son match, c'est Grenoble qui deviendrait 6e. Or, contre Grenoble, on a 2 victoires. Ce qui fait qu'on aurait aussi 22 points, avec encore un meilleur goal average. Donc, quoi qu'il en soit, un match nul peut être encore
potentiellement peut être encore championne de France. Une victoire, c'est même 1-0 et le titre est assuré. Donc, c'est pas un match pour rien. C'est un match ultra important dans la mesure où les Vertes n'ont jamais été championnes de France de D2, même si on est monté 2 fois. Elles n'ont jamais été championnes de France de D2, donc ça pourrait garnir la vitrine du club et de cette équipe. Donc forcément, c'est un match que les Vertes vont devoir prendre par le bon bout, qu'elles vont devoir marquer, réaliser et faire être efficaces, retrouver leur efficacité. Et si tel est le cas, et ben, le 2 juin, elles seront fêtées comme il se doit pour la montée et pour le titre de championne de France de D2. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on leur souhaite, Melvin. Ah oui. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, hein. C'est la victoire surtout qui importe. Ah bah, c'est clair. Et puis bon, faut venir les soutenir vraiment parce que c'est le dernier match. C'est le match voilà où elles peuvent le fêter, où elles peuvent fêter un titre, comme disait Albert, et puis leur premier titre dans cette catégorie-là. Et puis voilà, c'est clair. Moi, je souhaite un stade Salif Keita, en tout cas avec Et puis on attend avec impatience de pouvoir les fêter dignement le 2 juin, puisqu'à la mi-temps, un temps leur sera consacré, tout à fait légitime et tout à fait mérité. Non, bah, en tout cas, oui, c'est sûr qu'on espère, les célébrer. Anthony, t'as suivi un petit peu les féminines cette saison? Un petit peu, mais pas suffisamment. J'ai pas suivi tous les résultats chaque semaine. J'étais allé les voir contre Marseille. Franchement, j'ai absolument pas regretté. Mais j'avoue que de ce côté-là, il faut que je sois un peu plus consciencieux sur le fait de regarder les féminines chaque semaine. Et on les a reçues sur le plateau et elles sont géniales. Elles sont vraiment géniales. D'autant plus que l'année prochaine, on l'a déjà dit, mais ce serait quand même un élément qui est important. Les filles seront en première division et donc, pour la première fois de l'histoire de la Saint-Etienne, joueront à un niveau plus élevé que les garçons. Ça n'était jamais arrivé. Donc, elles méritent toute notre considération aujourd'hui. Déjà cette saison, puisqu'elles ont été premières tout le long. Oui. C'est sûr que là, oui, elles ont fini toujours plus haut. Oui, non, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va leur souhaiter, la victoire. Hein. Donc c'est dimanche, hein, si je dis pas de bêtises, le match. Oui, à 15h. Oui, à 15h. Dimanche à 15h. Stade Salif Keita. Écoutez, venez nombreux, hein, venez encourager les Amazones pour essayer d'aller choper ce titre de deuxième division. Et on espère comme ça pouvoir le fêter après, les célébrer à la mi-temps de ce Saint-Etienne-Valenciennes le 2 juin. Ce serait bien, comme le match contre Marseille, que ASS TV le diffuse sur ses ondes, enfin sur ses antennes. Ce serait sympa pour tous ceux qui ne pourraient pas y aller au stade, qui ne pourraient pas aller au stade. Oui, ce serait une bonne idée, tiens. Une bonne idée pour Je regarderai. Ça serait une bonne idée. Bah écoutez, messieurs, sur ce petit sujet sur les féminines, c'en est fini. Et on passe du coup au Before. On est pour cette 37e journée de Ligue 2. C'est le match Saint-Etienne qui se déplace au Stade Malherbe de Caen. Un bon moment. Déjà la 37e journée, c'est ce vendredi. Oui, Stade Malherbe Caen. Ce vendredi 26 mai à 20h45. Ce sera sur Prime Video. Je ne sais pas si ce sera sur la chaîne de l'équipe par contre. Je crois peut-être, mais pas sûr. Hein, j'ai pas la nouvelle. Je suis pas sûr que ce soit sur la chaîne de l'équipe. Ah oui, on m'a bien confirmé que c'était sur la chaîne de l'équipe. Donc pour tous ceux qui n'ont pas Prime, vous pourrez de toute façon le voir. C'est gratuit sur la chaîne de l'équipe. Et en écoutant sur très bonne nouvelle. Radio des supporters. sur Active. Exactement, on peut écouter aussi sur la radio des supporters, voilà. Bon bah, au moins vous êtes sûr de pas perdu pour ceux qui par exemple seront au travail. Ça, vendredi soir, ils pourront écouter au moins la radio avec leur téléphone. En tout cas, on leur souhaitera une grosse force, hein, ceux qui travaillent le vendredi soir en plein match de Saint-Etienne. Mais Albert, un petit historique s'impose puisque quand Saint-Etienne
Ça quand même, Oui, vous savez, ça a il y beaucoup a de clubs. un vrai historique entre ces deux équipes. D'abord, c'est quand même le dernier match à l'extérieur pour la Saint-Etienne cette saison. Hein. Et on se souvient quand même qu'au match aller, c'est ce match qui a tout changé. L'égalisation de Gaëtan Charbonnier à la 92e minute, le 30 décembre 2022, a remis les Verts dans le bon rail. Pas sûr que l'année 2023 aurait eu la même saveur si l'ASS avait engrangé une nouvelle défaite. Donc les deux équipes se sont rencontrées. Laurent Batles serait resté sur le banc. Et c'est fort possible, oui. Oui. Les deux équipes se sont rencontrées 55 fois depuis le début. 25 victoires, 11 nuls, 19 défaites. Donc, premier match le 20 janvier 1935. Et en fait, les deux formations étaient en D2 pendant de nombreuses années, jusqu'en 1938, notamment pour l'AS Saint-Etienne, qui est monté en D1. Et ensuite, les deux clubs ne se sont plus croisés pendant 50 ans. Il a fallu attendre le 11 septembre 1988 pour trouver la trace d'une nouvelle rencontre entre les Normands et les Forésiens. En D2 ou L2 maintenant, il y a 19 matchs qui ont été comptabilisés, donc 9 victoires, 4 nuls et 6 défaites. À l'extérieur, l'AS Saint-Etienne totalise 28 confrontations pour 9 victoires, 3 nuls et 16 défaites. Donc c'est un peu plus compliqué à l'extérieur. Mais les Verts se sont imposés les deux dernières fois qu'elles se sont rendues en terre normande. Les deux formations étaient en D1 à ce moment-là, en L1, 2017 et 2019. Les joueurs-entraîneurs liés aux deux clubs, 5 joueurs ont commencé leur carrière en vert face à Caen. Il s'agit de Bertrand Fayol, Johan Molo, Neven Subotic, Gabriel Silva et le dernier, je pense que vous vous en rappelez, c'est Boubacar Fall qui a son seul match à ce jour avec son club formateur. 13 joueurs ont marqué leur premier but en vert contre Caen. Parmi ceux-là, on peut noter Roland Wolfart, un génial attaquant allemand, le regretté Dominique Olagnier, Jordan Vertou et le dernier, là aussi, vous le connaissez tous, c'est Gaëtan Charbonnier. 36 joueurs ou entraîneurs ont porté à la fois le maillot des deux clubs. On peut signaler le gardien Philippe Montagnier, qui est l'actuel entraîneur de Toulouse, récent vainqueur de la Coupe de France, les défenseurs Paul Bays, les milieux de terrain Mohamedou Dabo ou Ismaël Diomandé, et enfin les attaquants Romain Amouma ou Johan Molo encore, qui ont porté le maillot des deux clubs. À noter que 2 joueurs de l'effectif actuel sont passés par Caen. Il s'agit de Mathieu Dreyer et Denis Appia. Petite anecdote pour terminer, un attaquant qui s'appelle Henri Vessade, qui a joué à l'ASS lors de la première saison de son histoire, donc en 1933-1934. On va d'ailleurs fêter les 90 ans de l'ASS le 26 juin prochain. Il est parti à Caen l'année d'après. Malheureusement pour lui, il mourra le 10 novembre 1934, devenant ainsi le premier licencié stéphanois à décéder. Les matchs marquants entre les deux équipes, l'ASS a réussi à revenir de Caen avec des victoires qui ont été plus marquantes que d'autres. Le premier match auquel on peut s'intéresser, c'est celui du 23 février 2008. L'équipe de l'entraîneur Laurent Rousset était sortie d'une zone de turbulence qui avait pris fin lors de la rencontre précédente face à Nancy, à Geoffroy Guichard. Avec cette victoire 4-0, Laurent Rousset a sauvé sa tête, qui était largement menacée après une série de mauvais résultats. Oui. Et d'ailleurs, je veux juste dire une chose, c'est à tous nos auditeurs, essayez de choper des vidéos de ce match sur YouTube. Les buts sont magnifiques. Donc, il se devait de confirmer à Caen ce que l'ASS a réussi grâce à une victoire 3-1 avec un doublé de son milieu de terrain, Geoffrey Dernis. Là aussi, un but improbable, 35 mètres sous la barre. Donc, là aussi, un but exceptionnel. Le 21 avril 2012, Pierre-Emerick Aubameyang s'était mis en évidence en inscrivant un doublé. Son deuxième en vert qui a permis à l'ASS de Christophe Galtier de repartir de Caen avec une belle victoire, 4-1. Le 6 janvier 2013, qui est le cadre de la seule rencontre en Coupe de France entre les deux clubs, les Verts ont été chercher leur qualification pour les 16e de finale avec le seul doublé de Joshua Guilavogui qui a été particulièrement à la fête ce jour-là. Et on ne peut pas terminer sans évoquer la dernière victoire de l'ASS au Stade d'Ornano, c'est le 16 mars 2019. Les hommes de Jean-Louis Gasset avaient donné une véritable leçon à des Canets dépassés et bientôt relégués en L2, malgré les conseils d'un certain Roland Courbis. Les Verts étaient repartis avec une victoire cinglante, la plus large de leur histoire en Normandie, 5-0.
Donc, même si on n'envisage pas un résultat aussi favorable, on peut quand même espérer une belle performance de la part de nos nouveaux Verts qui vont se frotter au 5e de Ligue 2. Est-ce qu'ils vont soutenir la comparaison, à votre avis? Bastien, est-ce que tu peux reprendre la parole pour nous expliquer un peu tout ça? Ouais, bah écoute, merci Edbert pour l'historique. C'est vrai que souvent les déplacements au Stade d'Ornano nous ont pas été favorables. C'est vrai que sur les 2 derniers, effectivement, on a gagné, mais j'ai des souvenirs que ça n'a jamais été très favorable ces déplacements à Caen. Ah bon, plus de Mais défaites c'est que vrai que là, victoires, ça c'est clair. oui, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, nos Verts, pour un petit rapport de forme, des petites stats pour vous préparer dans l'ambiance de ce match. Donc pour l'AS Saint-Etienne, on le rappelle, c'est la 10e équipe en termes d'état de forme, donc c'est sur les 5 derniers matchs. Elle a fait une défaite, un match nul, une victoire, une défaite et la victoire contre Quevilly-Rouen, la dernière en date. Sur les 5 derniers matchs, c'est 10 buts marqués et 10 buts encaissés, donc un ratio nul en fait en finale de plus de 0. Nos meilleurs buteurs, vous les connaissez évidemment. Jean-Philippe Crasso et ses 16 buts. Ibrahim Awadji et ses 10 buts. Et là où ça va être intéressant, c'est les statistiques à l'extérieur. La Saint-Etienne, quand elle se déplace, c'est la 10e équipe du championnat. C'est une équipe qui arrive à quand même à performer à l'extérieur, qui pose pas mal de problèmes. Elle a quand même la 2e attaque avec 27 buts marqués. Mais par contre, alors petite progression, mais on pourrait se dire que c'est une progression minime. Alors certes, avec 28 buts encaissés, c'est seulement la 15e défense. Alors, on pourrait se dire, oui, comment ça se fait? Eh bien, en fait, c'est juste parce que nos concurrents, ils ont pris beaucoup plus de buts ces derniers matchs à l'extérieur, ce qui fait que ça a remonté le classement de la Saint-Etienne. On va affronter un Stade Malherbe-Caen qui est plutôt une très bonne équipe, solide 5e de Ligue 2, 5e équipe en termes d'état de forme. Ils ont fait une victoire, ils ont enchaîné 2 défaites, puis là, ils viennent de repartir sur 2 victoires d'affilée. Une série plutôt positive pour les Canets, avec 10 buts marqués et 7 buts encaissés. Alors là, pour les meilleurs buteurs, on va affronter. Crasso va affronter un de ses vis-à-vis au terme de classement de buteurs. Il va affronter le 2e meilleur buteur de Ligue 2, Alexandre Mendy, et ses 18 buts au compteur. Et après, derrière, j'ai trouvé Kirémé avec 6 buts au compteur. Et après, j'ai pas trouvé d'autres buteurs très importants. À domicile, par contre, les Canets, comme tu as dit, ils sont sur le 5e, mais c'est pas pour rien. À domicile, c'est la 2e équipe du championnat. 11 victoires, 5 matchs nuls et seulement 2 défaites. À part le Havre, il n'y a personne qui fait mieux en championnat. Et puis, en termes de quelque chose qui peut être cocasse, 2e attaque à domicile, 31 buts marqués. Donc gros danger offensif à Dornano. Et aussi solide défense, puisque seulement en 18 matchs, Stade Malherbe n'a encaissé que 14 buts. Donc gros danger pour nos Verts qui vont faire face à une belle équipe de Caen à domicile. À eux de tenter de surprendre ces Normands. Mais écoutez, messieurs, on va déjà se poser la question. 37e journée un peu de gala, match un peu, bon, ça pourrait même un beau match de gala pour cette 37e journée. Occasion un petit peu de se montrer, de s'étalonner. Qu'est-ce qu'on en pense, Anthony? Qu'est-ce que t'en penses de ce match qui va venir entre Caen et Saint-Etienne? Moi, j'espère vraiment un match plaisant parce que de toute façon, plus personne n'a rien à jouer. Et en plus, ce qui est bien en Ligue 2, on va dire, oui et non, mais parce que ça pourrait laisser de l'enjeu jusqu'au bout, mais c'est que vous terminiez 5e ou 7e, il n'y a pas de grande différence sur le budget par rapport à la Ligue 1. Donc, vu qu'ils n'ont rien à jouer, autant se lâcher, se faire plaisir. Moi, je vois une rencontre avec des buts. Voilà, et leur stat de buts encaissés à domicile me fait pas frémir parce qu'on peut renverser avec le fait que la SS soit meilleure attaque. Donc, au final, voilà, moi je vois un match plaisant. Et puis, pour l'anecdote, je passe le week-end en Normandie. Donc, si je vais commencer mon week-end à Caen vendredi soir, donc tant mieux. Bien commencer le week-end. Connu. Melvin, toi, comment tu le sens un petit peu ce match? Melvin? Ah. Est-ce que tu... On n'a plus...
Ah, Melvin, est-ce que tu nous entends? Bon, comment je le sens le match? Je le sens un peu. Comment dire? Je sens deux équipes en forme, comme tu as pu le dire. Et donc, du coup, je sens vraiment une équipe qui va prendre le dessus. Ça va être celle qui va marquer en premier, je pense. Vraiment. Je pense que ce sera un match qui va être fermé sur les premiers instants. Et je pense que l'équipe qui va réussir à imposer son jeu va pouvoir prendre le dessus, je pense. En tout cas, moi, c'est mon avis. Bah écoute, très bien. Albert, qu'est-ce que toi, comment tu le sens? Ah ben moi je pense que la Saint-Étienne va vouloir prouver face à Caen, qui est 5e et qui mérite cette 5e place, vouloir prouver qu'elle a largement le niveau pour figurer à ce niveau. Donc elle va vouloir proposer, à mon sens, un match qui, pour laisser encore plus de regrets, je dirais même, par rapport à cette deuxième partie de saison, sur cette montée qui aurait pu être possible si les Verts si la SS avait réalisé une première partie de saison de même niveau que la deuxième. Donc je pense que il va y avoir un petit orgueil pour dire tiens, en face on a les 5e, on va leur prouver qu'on vaut aussi bien, voire mieux que Caen, qui est 5e. Et je pense que Laurent Batles va travailler dans ce sens-là. Prouvez-moi que vous valez plus que cette équipe en face qui est 5e. Non, moi je te rejoins. C'est un peu un match. On va dire que c'est un peu le match qui a une place un peu. On pourrait se dire c'est un match de montée. Bah non, c'est un match où les équipes ne jouent rien, comme l'a dit Anthony. Mais au final, c'est un match où tu peux vraiment te révéler. Tu peux vraiment sortir une bonne prestation. Tu peux surprendre. Et j'ai envie de croire que voilà, c'est un vendredi, c'est la 37e journée, on se lâche, voilà, on se donne, on se fait plaisir, on tente des choses, on y va. De toute façon, il reste 2 jours, il va rester quoi après 2 matchs, après il restera un match, donc autant se faire plaisir jusqu'au bout, donner envie justement à ce que derrière les gens aient envie de venir pour le match contre Valenciennes. Donc réaliser une grosse perche, j'attends un bon match et j'espère qu'ils vont pas nous décevoir, mais il faudra quand même se méfier de ces Canets qui, je pense, auront envie de bien finir devant leur public. C'est clair, et puis quand aussi envie de montrer que elle peut être supérieure à la Saint-Étienne. La Saint-Étienne espère aussi envie de rester dans le top 10, alors qu'elle a passé les 3 quarts de la saison largement en dessous. Donc, Anthony a raison, je pense que ça va être un super match, un très beau match, avec des Verts entreprenants pour les raisons que je viens de citer. Et du coup, on peut aussi se poser la question, est-ce que selon vous, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui remettent en cause sa prestation un peu moyenne samedi dernier, mais est-ce que du coup, avant vendredi, vous mettez titulaire Briançon? Toi, Anthony, est-ce que tu le mets titulaire? Sans problème. Hein. On est d'accord là-dessus. Parce qu'il y en a, ils s'interrogeaient, mais moi, je suis d'accord avec toi. Non, non, c'est le capitaine, c'est le joueur, encore une fois, qui impulse un état d'esprit. Ah oui, et en plus, mettre Saïd Ousso, oui, il va rentrer en cours de match, mais derrière, à part Saïd Ousso... Il n'y a personne, quoi. Non, mais oui, si, il y a des gens, mais non, ils sont pas... Ah, pas du niveau. Pas du niveau. Et puis, il y a des joueurs, justement, à un moment donné, quand le maintien est assuré, qu'on peut récompenser. Là, en défense, il n'y a pas grand monde à récompenser. En tout cas, qui ne soit pas titulaire. Je pense que... moi, je le connais pas, alors ça m'embête d'en parler comme ça, mais Jimmy Giraudon, il n'a pas rendu la confiance que lui avait donné Laurent Batles. Pourquoi lui faire plaisir sur... il est même plus dans le groupe. À partir du moment où il n'y a pas de blessé, il n'est pas dans le groupe. Ouais. Ça, c'est clair. Donc non, mais Anthony Briançon, mais tous les jours. De toute façon, il ne doit pas bouger. Et même s'il fait des erreurs. S'il fait une erreur, même s'il fait la même erreur que contre QVI, je le mets tous les jours titulaire. Et sur ça, Ando, je suis totalement d'accord. C'est pas parce qu'il a fait une erreur là qu'il ne doit pas être titulaire. Ça me paraît quand même évident que ton capitaine, tu ne le ressors pas comme ça. Non, bien sûr, il doit être titulaire et Anthony Briançon est trop important. Que ça soit pour remonter ton bloc,
pour avoir une stabilité, que ça soit mentale. Il est trop important dans cette équipe pour le ressortir. Et c'est clair que de toute façon, ton capitaine, tu ne le bouges pas. La SS a perdu sur les 2 derniers matchs sans Anthony Briançon. Oui, donc c'est un fait. Non, mais c'est un fait. Au-delà de ça, c'est vraiment le patron, c'est le mec qui emmène ta défense, il la dirige très bien. C'est vraiment le leader naturel de toute façon de cette équipe. On l'a déjà dit, c'est un mec qui a un aura très positif sur le groupe. Donc je vois pas l'intérêt de dire oui, c'est pas parce qu'il a fait une prestation un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. Bon, ça arrive, hein, il y a aucun joueur qui peut être parfait sur la saison. Hein, même les meilleurs ils ont des hors-match, donc ça arrive. Maintenant, tu peux pas le sortir comme ça. C'est un joueur trop important. Et puis même, c'est un joueur qui a... c'est le seul d'ailleurs. Quand il n'est pas là, on voit que ça manque. C'est le seul capable de pouvoir discuter notamment avec l'arbitre. Je sais même qu'il était canalisé à ce niveau-là. Il était peut-être un peu trop fougueux. Mais là maintenant, il discute avec l'arbitre. Il est capable de les influencer dans le terme positif, hein, mais évidemment. Oui, l'état d'esprit, le leadership fait que sa place est assurée. Il a fait 2 grosses erreurs contre QVI, certes, il ne les reproduira pas. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On ne peut pas s'arrêter à ça. On peut pas s'arrêter, d'autant plus qu'il y a eu la victoire au bout. Donc, on ne va pas s'arrêter à ça. Et il faut qu'il reste. Je ne vois pas comment il pourrait être sanctionné et ne pas être titulaire contre Caen. D'autant plus qu'il va falloir une défense bien plus hermétique, bien plus efficace. Et il prendra toute sa part. Oui. Bon, vu que j'ai l'impression que tout le monde veut continuer Anthony Briançon, et c'est une très bonne nouvelle. Donc, écoutez, on va passer à l'instant Madame Irma, boule de cristal Nostradamus, c'est l'instant prono. C'est l'instant où il ne faut surtout pas nous écouter pour les scores, mais peut-être écoutez-nous pour les buteurs, on a des intuitions généralement. Donc, Stade Malherbe-Caen et Saint-Etienne, Anthony, quel est ton pronostic si tu as les buteurs? Et moi, je verrais un 3-2 pour l'ASS ou un 3 partout. Mais je vois vraiment des buts. Et les buteurs, je vois bien Jean-Philippe Crasso en mettre un. Wadji va en mettre un et va peut-être même mettre un doublé pour se rattraper un peu. Très bien. Ah ouais. Écoute, tant mieux. Melvin, qui tu vois sortir gagnant de ce match? Je dirais 3-1, comme d'hab. Avec... Allez, je vais rester sur la confiance de Cafaro. Les 2 pistons, tiens. Nils et Cafaro. Et puis, on va prendre un but d'Alexandre Mendy, hein, faut pas se poser de questions. Et en dernier, on va faire confiance au capitaine, vu que So ne sera pas là et pas titulaire. On va faire confiance au capitaine pour essayer de mettre au moins un but sur un corner, quoi. Ça serait bien, un jour. Ce serait pas mal, évidemment. Et toi, Albert? Alors, je vais essayer d'être un peu original. 2-0. Parce qu'on va avoir un vrai clean sheet au moins à un moment donné, hein, avec 2 buts, but de Crasso qui n'a pas marqué depuis longtemps, même s'il a été décisif sur le 4e but contre QRM, c'est pas lui qui a marqué. Et puis Petro sur un corner, une tête ou un coup franc indirect, une tête de Petro, ça fait longtemps aussi qu'on n'en a pas vu, donc quelque chose autant être improbable jusqu'au bout. Ouais, et puis du coup, moi, quitte à faire dans mon originalité, je vais réitérer mon 4-3 pour la Saint-Etienne. c'est le match de gala. Allez, on se fait plaisir, c'est la 37e journée. De toute façon, il reste, comme on dit, le championnat est bientôt fini. Je suis content de prendre 3 buts. Hein. Oh oui, mais si tu gagnes, t'es content à la fin. C'est pas grave. 4-3, évidemment. Et puis en buteur, qui mieux que le grand Ibrahim Wadji qui va marquer. Je vois bien enchaîner encore une fois Dylan Chambaud qui va marquer. Je sais pas, je le sens vraiment confiance. Il va marquer encore une fois. Et puis Kader Bamba va marquer en sortie de banc.
Et puis dernier buteur, qui de mieux que Nielsen Nkunku pour faire chavirer le parquage visiteur qui, je pense, sera extrêmement plein. Voilà. Et apparemment, on me dit que le chat a des petits pronos. Donc, Colin. C'est le pronostic dans le chat, une défaite 3-2, défaite 3-2 avec un doublé de Crasso. Donc, un peu Ah ouais, différent. Ah ouais. David, lui est peut-être un petit peu plus positif. David, abonné du chat. 2-0, Crasso Mouefek en buteur. C'est bien. C'est pas mal. Ouais. Et Colin, t'as peut-être un petit prono? Alors, je suis le chat. Non, en termes de pronostic, moi je pense que je vais partir sur une défaite personnellement. Qu'est-ce qui te fait? Oh, dans le haut. À domicile, comme vous disiez, on se relâche un petit peu. Mais voilà, je ne suis que le chat ce soir. Ouais. Non. Là, il va encore nous porter malchance. Non, mais en tout cas, c'est bien parce qu'on voit pas mal de buts. Donc, au moins, on espère voir un beau spectacle pour ce match-là ce vendredi. Enfin, en tout cas, moi, Et il du ne coup- faut pas m'écouter. Je n'ai jamais donné un bon pronostic depuis le début de la saison. Donc, et ça va pas, malheureusement, risque de ne pas se reproduire encore. Bon, bah voilà. On va du coup, au moins, on a terminé sur ce sujet. On va finir par, en beauté et en légèreté, par le quiz. Le petit quiz d'Albert. C'est l'heure du quiz. Eh bien, allons-y. Donc, notre fameux quiz. Donc, des joueurs à trouver. D'accord. Alors, l'indice, c'est quand. Et Global? oui, l'indice commun à tous les joueurs que je vais vous faire trouver, ce sera quand. Ok. D'accord. Le premier, alors ça va peut-être vous étonner, il est passé par le centre de formation de Tours. Ah. Centre de formation de Tours. C'est Yoann Molo? De 2001 à 2007. Ah non. Andy Delors. Pardon? Andy Delors. Ah non. Alors, il faut que ce soit un joueur de l'AS Saint-Etienne. Ah, d'accord, qui est joué. Oui, il faut que Qui est passé obligatoirement un joueur de l'AS Saint-Etienne. Mais qui est actuellement ou qui est passé par la Saint-Etienne? Qui est passé ou Qui est passé par l'AS Saint-Etienne, qui n'est pas forcément Oui. joué actuellement, On qui nous est met, passé par l'AS Saint-Etienne. On nous met à Mouma Quoi qu'il en soit, dans le chat. le point commun obligatoire, c'est l'AS Saint-Etienne. D'accord? Ils ont un autre point commun, c'est Caen. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont joué à Caen. D'accord? Mais Il peut être né à Caen, il peut. où il peut avoir il est marqué marqué à contre Caen. Caen, où il peut avoir. Voilà. D'accord. D'accord? Voilà, c'est Caen. Alors, Tours. Moi aussi, mais je ne le savais pas. Hein. Quand j'ai préparé mon quiz, c'était une information que J'avais dit Yoann Molo, donc. Melvin, à toi? Apia, vas-y, Apia. Non. Alors, autre information que je ne connaissais pas, il a été repéré par le Paris Saint-Germain. À l'époque où il évoluait à Châtellerault, il s'est engagé pour le club de la capitale en 2008-2009. Il n'y a jamais joué. Et bien là aussi, je ne le savais pas. Et c'est pas évident. Aïe. Charbonnier. Pardon? Charbonnier. Bon, bah alors là, c'est parfait. Comment t'as fait pour trouver? Oh, Punaise! Ouais. Alors, C'est tout. messieurs, le chat l'a eu une demi-seconde avant. Oh, non. Bah, de toute façon, honneur à l'invité. Non, on va l'accorder à Antonio. On avait sur le chat aussi, ça qui est. Ah ouais, bah alors. Un point partout. Et le point commun avec Caen, c'est qu'il a marqué son premier but en vert contre Caen. Voilà, c'était. J'avais. Ah bah alors là. Alors, Et Charbonnier, Charbonnier. il a joué un an au PSG. Hein. Il était en contrat, mais il n'y a jamais joué. Mais il était recruté par le PSG en 2008-2009. Ah ouais, Tours. Bah oui, Tours. Allez, nouveau joueur. Il a vécu aux États-Unis de 1999 à 2006, où il a été international des moins de 20 ans. Ah, qui ça peut être? Ah, Bocanegra. Ah, pas mal, mais non. Mais oui, pas grave, pas mal. Puisque c'est le seul américain. Ouais. Effectivement, tu as raison, c'est le seul américain qui a joué à la Ouais, SNCF. moi j'avais pas suivi, Mais c'est pas lui. Mais il n'avait pas de rapport avec Caen.
Essaye. Attends. Melvin, t'as une idée? Je suis en train de réfléchir. Hein. Il n'y a pas d'autres indices? Ah si, il y en a d'autres. Ah, Mais vous avez le droit de donner une réponse. Tu as le droit de donner une réponse au premier indice. Si vous ne trouvez pas, j'en donne un autre. C'était quoi la réponse de Bastien? J'ai pas entendu. Bocanegra. Carlos Bocanegra, qui est effectivement le seul américain à avoir joué à la Saint-Etienne. Ouais. Mais ce n'est pas lui. Ben Alouane? Ah non. Attendez, hein. Oui, il va l'essayer. Hein. J'en Allez, avais aucun. Allez, deuxième indice, qui peut peut-être vous mettre un peu plus sur la voie. Il a joué l'essentiel de sa carrière en Allemagne. Et bah, ouais, mais non. Moi, j'en ai un, mais je pense pas que ce soit lui. Anthony Losia. Non, c'est pas. Non, non. Ce n'est pas lui. Dommage. Alors, que vous auriez quoi? T'as dit qu'il est en Amérique de quelle année à quelle année? De 1999 à 2006. Il y a habité en fait. Ok, d'accord. Non? C'est ça. Alors, les amis, Antonis on nous parle de Subotic dans le chat. Ah Eh bien, c'est bien lui. Il s'agit de Neven Subotic. Oh là là. Eh oui, il a fait partie des cadres du Borussia Dortmund lorsque Jürgen Klopp en est l'entraîneur. Et il a joué son premier match en vert contre Caen le 27 janvier 2018. Et c'est certainement, dans ma petite expérience, hein, tout joueur confondu, de tout club confondu que j'ai suivi, le plus intelligent de tous. Mais tant mieux, tu vois. C'est un mec, il est incroyable. Incroyable. Ça se sent, ça se voit. Et puis, voilà. un mec engagé qui en parle Oui. pas, mais pourtant qui. Un peu comme Yemen Mouefek. Oui, il a une fondation, effectivement. Et tu as raison. on ne connaît pas trop. Mais Neven Subotic m'avait scotché dès la première conférence de presse de présentation et il est hors norme. Enfin, vraiment, intellectuellement, dans le monde du foot, il est incroyable. Donc voilà. Donc Neven Subotic a joué son premier match en vert contre Caen en 2018, après avoir été recruté au mercato d'hiver. Oh. Nouveau, allez, il a joué à Montpellier où il est né. Dernis. Ouais, dernier. Non, ils ne sont pas. Il n'est pas né à. Ils ne sont pas nés. Il n'est pas né à Montpellier. Non, ouais, je crois. Il est pas né à Montpellier, Dernis. Non. Ah, Non, puis on l'avait déjà fait deviner. Donc je suis pas sûr que ça serait. C'est tout ce que je peux savoir. Oula. Alors, Bastien, avant que je donne un nouvel indice, Franchement, non, là pour le coup, ça me dit rien. il a été l'entraîneur de Caen de 2000 à 2001. Xavier Gravelaine. Non, Xavier Gravel n'a jamais joué à la Saint-Etienne. J'allais dire un nom, mais non, du coup, c'est pas ça. Non. Non, mais Jean-Louis Gasset. Parfait pour Jean-Louis Gasset, 2000-2001. Oh là là. Évidemment, et oui, Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'AS de Caen, avant bien évidemment de venir à l'AS Saint-Etienne et de connaître la carrière qu'on lui connaît à l'AS Saint-Etienne. Allez, un petit dernier pour la route. Un Oui. petit dernier, ou le, comment dirais-je, le Super Banco. Il a été formé à l'AS Cannes. Il a été formé à l'AS Cannes. Donc ce n'est pas à la base un Stéphanois. Patrice Garand. Non, Patrice Garand a été formé à l'AS Saint-Etienne. On ne le sait pas, mais il a putain, été hein. formé à l'AS Saint-Etienne. Il en est parti à Auxerre notamment, avant d'y revenir à l'AS Saint-Etienne. Effectivement, Patrice Garand a été aussi l'entraîneur de Caen. Mais je ne l'ai pas pris. Ils ont formé un paquet de bons joueurs, la SK. Ah oui, Ouais. c'est clair. Mais celui-là en est un. Indice suivant ou pas? Vous avez indice Ouais. suivant. Il a été sélectionné avec l'équipe de France des moins de 18 ans et l'équipe de France Espoir. Mais par contre pas aucune
sélection en A. Mais, équipe de France Espoir, Il y en a beaucoup, des types comme ça. Alors moi, le nom qui me vient, mais je pense pas que ce soit lui, c'est Christophe Galtier, mais je pense pas. non, oui, non, Johan Molo. Ouais, c'est non plus. Marseille et Cannes. C'est vrai, mais non plus. Melvin, ou je donne un indice suivant? Ouais, donne un indice sûr, là, celui-là. Je suis Alors, pas son point commun avec Caen, c'est qu'après l'AS Saint-Étienne, il est parti à Caen. Je vous donne Il pas la s'appelle date Guillaume. parce que- Pardon? Il s'appelle Diomandé. Non, Diomandé est formé à l'AS Saint-Étienne. Ah oui, putain. Je sais pas. Non. Ah bah non. Parce que j'allais dire Grax ou Mazur, mais en fait, eux, ils viennent de Caen, donc... Mazur vient de Caen, oui, c'est clair. Il vient, oui. Il a joué à Caen avant. Et Grax, il a pas fait les deux? Oui, non, Grax n'a pas joué à Caen. Pas de On nous mémoire. parle de Compan dans le chat. Lilian Compan? Oui. Eh ben, c'est bien lui. C'est bien Oh Lilian là Compan là. qui a joué à l'AS Saint-Étienne et qui a participé évidemment à la montée de l'AS Saint-Étienne en deuxième division, de la première division. Il a fait d'ailleurs 3 montées différentes avec 3 clubs différents, Caen, Saint-Étienne et Montpellier. Donc, Oui. grand joueur de seconde division et qui a joué une saison avec l'AS Saint-Étienne en première division. Rappelez-vous, il s'était fracturé la jambe sur un de ses buts Contre Lyon. à Lyon. À Lyon, contre Lyon, le 3-2. Chris l'avait contré et sans le faire exprès, hein, il ne faut pas non plus exagérer, sans le faire exprès, et ben, il lui a cassé la jambe. Ce qui a fait à la fin de sa carrière à l'AS Saint-Étienne. Parce que Chris, c'était autre chose que Jordan Ferry. Oui, non, là, c'est bien ce que je dis. Là, il n'y a pas eu volonté de casser nuire. la jambe, malheureusement. Ben, voilà pour mes mon petit quiz de la soirée. Je ne sais pas qui est le vainqueur, mais Bah, c'est je crois que c'est le chat. Hein. C'est le chat et Anthony, Le chat hein, et je crois qu'ils sont à Anthony. l'égalité. Ouais, Voilà, c'est les deux, voilà. Bah, 0 pointé pour mon Malvin et moi. Hein. On est ensemble hein, dans le 0, mais bon, bravo à Anthony hein, et puis au chat. eh ben ok, parfait. Bah, merci à Anthony Ouais, merci à d'avoir vous. passé ces quelques heures et demie avec nous. Désolé pour Merci. le léger retard, hein, du coup. C'est pas grave. Pas de C'est pas souci. grave. En tout cas, juste, je tiens à rappeler que tous les mardis à 19h, il y a bien l'émission Club ASS. 19h. 35. Voilà. 19h35. Et voilà, 19h35, tous les mardis, Club ASS, présenté par Anthony. Et il faut y aller. Et il faut y aller, voilà. Pour voir comment faut se y passe aller. une émission. Ouais, et puis pour croiser, moi je l'adore, c'est Alain Blachon. Ah oui, il faut. Bah, alors, rien que pour lui, je crois que je vais y aller. Parce que Qui est il la est- plus-value de Club ASS. Ah, il y a un Blachon, effectivement. Donc voilà, si vous voulez aller voir Alain Blachon, bah, vous allez voir Club ASS. C'est parfait. Vous faites le bon combo, vous allez voir une bonne émission. Et en même temps, vous voyez une super personne. Puis vous avez aussi Anthony, donc vous voyez si une autre belle personne. un vrai animateur. Un vrai animateur. Un vrai animateur. Ah, bah, tiens. Ouais, effectivement, c'est sûr, c'est pas de mon niveau. Je ne suis pas à la hauteur. Non, moi, franchement, je trouve ça incroyable ce que vous faites parce que c'est dur et puis il y a beaucoup de monde sur la toile ASS, on va dire, et j'aurais été clairement incapable de faire ce que vous faites parce que je me disais que si j'étais pas journaliste ou si j'avais pas un média derrière moi, bah en fait ça servait à rien que je parle et en fait je trouve ça vraiment incroyable que vous preniez ce courage-là et que voilà, donc rien que pour ça je vous encourage fortement. Ah bah écoute, merci beaucoup en tout cas Anthony, merci à toi d'être passé à la lucarne verte, la porte ça sera toujours ouverte en tout cas si tu veux revenir. Ouais bah merci et puis aucun problème pour vous recroiser ouais. Eh ben, super. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, merci à tous, merci à tous les viewers, merci à Melvin et puis à Albert pour leur précision incroyable.
Et puis du coup, on se dit donc à la semaine prochaine pour débriefer la victoire ou pas de la Saint-Etienne à Caen. Et on vous présentera le dernier match de la saison. Et oui, effectivement. Et puis peut-être la bonne nouvelle, les Amazones sont aussi peut-être championnes de D2. On en espère, bien évidemment. On espère célébrer ça, en tout cas. Voilà, on se dit donc à la semaine prochaine. Salut à tous. À bientôt. Allez les Verts. Allez, Verts.